Bonjour, dans cette vidéo, nous entamons le sujet de la performance des circuits numériques. Et nous allons débuter par le facteur temps. Alors, on a vu qu'il y avait 4 considérations pour l'implémentation d'un système numérique. La taille du système, la précision des calculs, la puissance consommée et le taux de traitement. On a vu qu'en général, quand on choisissait de mettre l'emphase sur une de ces considérations-là, les 3 autres pouvaient en souffrir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle principalement du taux de traitement. Donc pour être acceptable, un circuit numérique, ce n'est pas suffisant qu'il produise des bons résultats. Il faut qu'il les produise à temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle les spécifications temporelles du circuit. Le taux de traitement, c'est-à-dire le nombre de résultats qui sont produits par unité de temps par le système, c'est directement proportionnel à la fréquence d'horloge du système, au nombre de cycles d'horloge pour produire un résultat, et au nombre de résultats calculés en parallèle. Voici un exemple d'un vrai système qui devrait rencontrer des contraintes de temps assez serrées. Le désentrelacement vidéo est une technique qui est utilisée pour compenser le fait que les images vidéo qui sont transmises dans plusieurs normes de transmission, qu'elles soient transmises en format entrelacé. Dans le diagramme qui est montré sur la diapositive, on voit une séquence de trames originales ici. Par exemple, ici la trame N qui serait transmise, la trame N plus 1, la trame N plus 2, ici ce serait la trame N-1, etc. Chacune des trames de l'image est composée de lignes paires et de lignes impaires. Les lignes paires sont représentées en rouge et les lignes impaires sont représentées en bleu. Quand on reçoit l'image à la maison, on reçoit en fait seulement la moitié des lignes pour chacune des trames. Par exemple, pour la trame N, on recevrait les lignes paires seulement, les lignes qui sont en rouge. Les lignes en bleu ne sont pas transmises. Pour la trame N plus 1, on recevrait les lignes impaires, les lignes qui sont en bleu. On ne recevrait pas les lignes qui sont en rouge. Donc, comment faire pour prendre ces trames incomplètes et afficher une image complète sur le téléviseur qui lui doit bien afficher toutes les lignes. Donc, il faut un processus qu'on appelle le désentrelacement. Il y a 2 formes principales de désentrelacement, le désentrelacement intra-trame et le désentrelacement inter-trame. Le désentrelacement intra-trame consiste à calculer, estimer les lignes manquantes à partir de la trame actuelle sans égard aux autres trames. Donc, par exemple, pour la trame N, où on a reçu les lignes paires, on voudrait produire les lignes impaires. Les lignes qui sont ici, qui sont manquantes, on voudrait produire de nouvelles lignes qui sont montrées ici en vert. On ferait la même chose pour les trames N-1 et N plus 1, mais à ce moment-là, on voudrait estimer la valeur des lignes paires. Il y a 2 approches naïves pour ça. On peut tout simplement faire une répétition de chacune des lignes qui est reçue. Donc, par exemple, on prendrait la ligne qui est en rouge ici et on la répéterait pixel à pixel, et ainsi de suite. La même chose ici, mais on prendrait les lignes en bleu puis on les répéterait. Donc, l'effet ici, c'est que la résolution verticale de l'image serait réduite par un facteur de 2, et donc, ce n'est pas intéressant. On pourrait aussi faire la moyenne de lignes adjacentes pour calculer ici la valeur des lignes manquantes, mais encore une fois, ce n'est pas très avantageux. Ça produit un flou dans l'image, il y a une perte de résolution, et pour les objets qui sont fixes, dans une vidéo, il y a un effet de scintillement qui se produit. Je vous encourage à consulter des ressources en ligne, chercher des vidéos qui montrent les effets du désentrelacement, en anglais de l'effet de l'entrelacement, interlacing, pour voir les effets dont je vous parle. Le désentrelacement intertrame, lui, va utiliser de l'information de plusieurs trames. Par exemple, pour reproduire une trame N, pour estimer la valeur des lignes impaires manquantes, les lignes en vert, on va aller chercher de l'information de la trame courante et des trames précédentes. Donc, en allant chercher de l'information de plusieurs trames, on a plus de chances de reproduire une image de plus haute qualité qui va mieux correspondre à l'image originale. Donc, quels sont les besoins, étant donné ce problème-là, quels sont les besoins en taux de traitement? Alors, on peut tout d'abord calculer le nombre de pixels à calculer. Pour une image HD, le nombre de pixels à calculer, c'est le produit
du nombre de lignes par le nombre de colonnes. On a 540 lignes à calculer et il y a 1920 colonnes. Ça fait un total d'un peu plus d'1 million de pixels à calculer. On sait qu'on doit produire une nouvelle image à 60 fois par seconde. Donc, on a environ 1 million fois 60 images par seconde, ce qui donne ici 62,2 mégapixels par seconde à calculer. Comme chaque pixel est composé de 3 couleurs, 3 octets, RG et B, on a donc un total de 186,6 mégaoctets de résultats à produire par seconde. C'est quand même pas mal d'informations. Considérons un vrai algorithme qui est utilisé pour le désentrelacement intra-trame. L'algorithme ELA, pour Edge Based Line Average, va produire de meilleurs résultats que le doublage de ligne ou le moyennage simple de ligne. Pour chacun des pixels à calculer P en jaune sur le dessin, on va essayer d'estimer s'il fait partie d'une arête et si oui, dans quelle direction on doit faire la moyenne. Sur le diagramme, on voit seulement 9 pixels. Bien sûr, ici, il y aurait d'autres pixels qui sont ici sur la ligne supérieure et d'autres pixels ici qui sont sur la ligne inférieure. Mais leur valeur n'entre pas dans les calculs. Alors, pour le pixel P, on va considérer tout d'abord 3 différences. La valeur du pixel A moins la valeur du pixel F, le B moins le E et le C moins le D. Et dans les 3 cas, on va calculer la valeur absolue de la différence. Par exemple, supposons que le pixel B a une valeur de 200, le pixel A une valeur de 100 et le pixel C, une valeur de 150. Supposons que F a une valeur de 105, B une valeur de 150 et C une valeur de 80. À ce moment-là, on peut voir que A et F sont les plus similaires. On va donc supposer que c'est dans ce sens-là qu'on doit faire l'interpolation. Alors, dans un cas comme celui-là, bien, après avoir établi que la valeur A moins F ici en valeur absolue était la plus petite, on calculerait P est égal à A plus F divisé par 2, qui est la moyenne, et ça nous ferait donc une valeur de P ici qui serait égale à 103. Alors, pour chacun des pixels de l'image qu'on a à calculer, on doit faire 10 opérations. Une première valeur absolue, deuxième, troisième, 3 comparaisons pour établir laquelle des 3 valeurs est la plus petite, ça fait 9, plus une moyenne, ça nous fait 10 opérations. Comme il y a 3 couleurs, ça nous fait 30 opérations à faire. On a vu qu'on avait 62,2 mégapixels par seconde à calculer, et pour chacun des pixels, on doit faire les 30 opérations sur les 3 couleurs, donc ça nous fait donc un total de 1,87 gigaopérations par seconde à faire. Vous vous rappelez probablement que l'horloge de notre FPGA sur notre planchette est de 100 MHz. Là, on doit donc calculer 19 fois plus de résultats qu'on a de cycles d'horloge, effectivement. À une horloge de 100 MHz, on devrait produire 19 résultats par cycle d'horloge juste pour être capable de maintenir le débit. Donc, définitivement, c'est possible, mais là, on voit qu'on doit tenir compte sérieusement du temps de traitement. Si on regarde maintenant un exemple encore plus complexe, celui de la compensation de mouvement. Alors, pour cela, on va considérer plusieurs trames et on va essayer de compenser les mouvements des objets dans la scène à mesure que la vidéo avance, de façon à estimer la valeur des pixels qui sont manquants. Donc, par exemple, on pourrait avoir un ballon de soccer qui se déplace dans l'image, d'une trame à l'autre. Donc, présentement, pour la trame qu'on doit estimer ici, il nous manque les lignes en vert. Alors, on prend un bloc ici où c'est un bloc de l'image et on essaie de trouver, dans ce bloc, on sait qu'on a un objet, on essaie de le trouver dans l'autre image à côté. Une fois qu'on a trouvé cet autre bloc qui correspond à l'objet qu'on cherche, bien, on va aller chercher les lignes ici qui nous manquent. Il nous manque cette information-là et celle-là. Donc, cette information-là, on vient la placer ici et celle-ci, on vient la placer là. Donc, effectivement, on a pris de l'information, de la vraie information d'une image qui provient d'une autre trame et on vient la coller, si vous voulez, à l'endroit où il manque de l'information dans la trame courante. Bon, alors ça va nous demander beaucoup de calculs. Supposons qu'on prend des blocs de 16 par 16 pixels dans notre image. Ce n'est pas très grand, mais bon, c'est un choix. Et qu'on se considère un espace de recherche au maximum de 64
pixels par 64 pixels. Donc, le bloc de 16 par 16, il est centré à un certain endroit. Je vais chercher ce bloc ici dans un espace de 64 par 64. Il y aurait donc 4096 blocs à inspecter au total dans l'image. Pour trouver un seul de ces blocs, il faudrait comparer 16 x 16 x 4096, environ 1 million de paires de pixels. Dans une image HD entrelacée, on aurait 4080 blocs de 16 par 16 pixels. Le taux de traitement pour la recherche de blocs seulement avoisinerait les 4 milliards d'opérations par seconde. Et là, une fois le bloc trouvé, il faudrait faire des opérations d'interpolation pour calculer les pixels manquants. Alors, ces nombres sont énormes. En fait, le traitement d'image, le traitement de vidéo en temps réel est probablement l'application qui demande les plus hauts débits de traitement et c'est un défi. On sait très bien, pour avoir des téléviseurs HD sur le marché, que ce sont des choses qui se font. Cependant, de façon à pouvoir réaliser de tels circuits, il va absolument falloir tenir compte du facteur temps dans notre conception. Donc, en conclusion, la plupart des systèmes numériques doivent rencontrer des contraintes importantes concernant le taux de traitement. Le taux de traitement est directement proportionnel à la fréquence d'horloge, le nombre de cycles d'horloge pour produire un résultat et le nombre de résultats calculés en parallèle. Dans les vidéos de cette semaine, nous allons considérer uniquement le premier facteur, c'est-à-dire la fréquence d'horloge. Dans la semaine prochaine, on considérera les deux autres facteurs.